Assis en rang, des Soudanais ont été capturés par des combattants paramilitaires. Leur chef armé prend le temps de s'adresser à eux avant de les abattre l'un après l'autre. À l'université, le sol est jonché de cadavres. Il ne reste qu'un seul survivant que les paramilitaires vont exécuter. Ces images extrêmement violentes, massacres parviennent du Soudan depuis une semaine, depuis que les forces paramilitaires du groupe RSF, opposées à l'armée gouvernementale depuis 12 ans, sont entrées dans la ville d'El Fasher. Ils prennent le contrôle de la ville après 18 mois de siège. Les associations humanitaires appellent à agir en urgence. C'est la plus grande crise humanitaire au monde actuellement. 15 millions de personnes sont déplacées ou réfugiées, 30 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire. Une bataille pour le contrôle du Darfour dans l'ouest du Soudan. El Fasher était la dernière grande ville de la région encore contrôlée par l'armée régulière. Aujourd'hui, la population de ce plus haut 65 000 civils ont réfugié. 2 000 sont morts en quelques jours selon le gouvernement et c'est peut-être plus. Beaucoup ne seraient pas parvenus à rejoindre les camps de réfugiés. Ils battaient les hommes et ils ont pris tout ce qu'on avait, ils ne nous ont rien laissé. Une fois arrivés ici, on a appris que les vieux du groupe avaient été violés. Une situation alarmante dans une indifférence mondiale dénoncée cette semaine à l'ONU. Quelqu'un ici peut-il affirmer qu'on ne savait pas que ça allait arriver? Nous ne pouvons pas attendre les cris alors que nous sommes assis ici. L'horreur se poursuit. L'ONU réclame des enquêtes rapides et transparentes et dénonce une terrible escalade du conflit. L'assaillant présumé au sol, maîtrisé par la police. À quelques mètres des passagers à la gare, enveloppés dans des couvertures de survie. Certains ont reçu les premiers secours à même le quai. Ils viennent de vivre une scène d'horreur à bord d'un train en marche. Parti hier soir de Doncaster en direction de Londres, le train vient de quitter la gare de Petersburg vers 19h30 heure locale quand débute l'attaque au couteau. 50 pieds devant moi, un homme en t-shirt blanc s'est levé d'un coup. Il est parti en courant, il venait d'être touché, puis des gens ont crié, il a un couteau. L'assaillant était tout en noir, barbu, avec un sweat à capuche. Dans cet espace clos, tandis il y a la panique. Certains passagers se cachent dans les toilettes. Tous ne comprennent pas immédiatement ce qui se passe. J'ai entendu un homme traverser notre voiture en criant « Courez, courez !» Un type est en train de poignarder tout le monde. Au début, on a pensé que c'était une blague pour Halloween, mais on a vu sur les visages qu'ils étaient sérieux. En avançant, j'ai posé ma main sur un siège pour me tenir, et quand j'ai regardé ma main, elle était couverte de sang, et sur le siège, il y avait du sang partout. Après 14 minutes de trajet, le train s'immobilise à Huntingdon, un arrêt non prévu. Les forces de l'ordre arrêtent le suspect en faisant visage d'un taser. Le suspect est un homme noir de 32 ans de nationalité britannique. Les services antiterroristes nous ont initialement épaulés dans l'enquête. Mais à ce stade, rien ne suggère un incident de nature terroriste. Un 12e suspect a depuis été relâché. 10 victimes ont été transportées à l'hôpital. Pour 2 d'entre elles, le pronostic vital est engagé. Au Royaume-Uni, les attaques au couteau ont fortement augmenté depuis 15 jours. On ressent en moyenne 135 infractions par jour avec une arme blanche en Angleterre au Pays de Galles. Au mois de mars, la police anglaise avait organisé un exercice simulant une attaque au couteau dans un train qui circulait dans la même zone. Un scénario quasi identique qui aurait permis aux autorités de réagir plus efficacement hier en décidant, par exemple, de faire rouler le train jusqu'à une gare accessible aux forces de l'ordre plutôt que de l'arrêter en rade campagne. Elle fait la taille d'une petite fille d'un an. Très réaliste par ses traits, mais aussi son corps pourvu de tous les attributs physiques. Cette poupée était vendue il y a encore quelques jours sur le site Chine, présentée comme un jouet sexuel. Pas de doute pour la répression des fraudes qui dénoncent dans un communiqué le caractère pédopornographique du produit. À sa vue, les Français rencontrés se montrent choqués. Qu'est-ce que vous en pensez? Je n'ai pas vraiment de mots en tête. Je vous le laisse parce que je ne sais pas trop quoi dire en fait. Ça me révulse.
L'annonce était supprimée par Chine qui parle d'une défaillance majeure. Nous prenons des mesures correctives immédiates et renforçons nos dispositifs internes afin d'éviter qu'une telle situation ne se reproduise. Un nouveau scandale après tant d'autres, Chine épinglée à plusieurs reprises pour des promotions trompeuses, notamment 40 millions d'euros d'amende en juillet, 150 millions d'euros encore en septembre. La dernière polémique passe d'autant plus mal. Mercredi, la marque doit ouvrir une boutique au BHV à Paris, puis mi-novembre dans 5 galeries Lafayette en province. Une implantation qui met en colère cette commerçante. Elle s'apprête à ouvrir un magasin juste en face du BHV, ici seulement des produits made in France, choisis pour leur qualité, aux antipodes de ce que propose Chine. On est littéralement à 30 mètres face à face. On est sur des valeurs complètement opposées. On a une conception de la vie complètement opposée. Malgré la multitude des scandales, Chine continue de faire de ses adeptes en français sur toi acheter un produit ces 6 derniers mois, comme c'est lyonnais. Ça m'a déjà arrivé d'acheter sur Chine parce que le choix, le prix. La quantité que la qualité. Selon certains spécialistes, l'impact des scandales reste assez limité. Cet épisode supplémentaire qu'on vient de traverser, ça ne va pas améliorer l'image de la marque, c'est clair, mais en dépit de cette mauvaise image, c'est une marque qui cartonne sur un plan commercial. La répression des fraudes a alerté le parquet de Paris en cas de contenu pornographique. Les dirigeants d'entreprise en cours 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende. Une main sur le volant, la seconde sur l'écran du téléphone. Cette femme écrit un message. Quand un peu plus loin, un conducteur passe cette fois un appel. Sur les routes aujourd'hui, utiliser son smartphone est un geste devenu courant et aux conséquences parfois dramatiques. Juillet 2020, dans une voiture broyée se trouvaient 4 enfants morts brutalement lorsqu'un chauffeur poids lourd a percuté leur véhicule. Il consultait son téléphone avant l'accident. Sur une autre route nationale de Marie de Catherine Ouillon a lui aussi été mortellement fauché avec un collègue par un automobiliste qui écrivait des messages au volant. Cette victime, agent de route, intervenait à quelques mètres de là sur une opération de sécurisation. Il a pris l'avis pour un simple SMS. Ce n'est pas comme s'il y avait un cas d'urgence. Quand bien même, de toute façon, l'urgence, elle est de garder les yeux sur la route. Il faut que les gens soient conscients. Le téléphone, ça peut tuer. Le conducteur qui a percuté son mari a été condamné à 12 ans de prison avec sursis, insuffisant pour apaiser la douleur et la colère de Catherine Ouillon. Aujourd'hui, vous êtes au téléphone, la peine, c'est du sursis. Si vous êtes alcoolisé ou si vous êtes sous stupéfiant, là, par contre, on vous met en prison. Ce que je voudrais aujourd'hui, c'est que ces 3 causes aient la même peine. Aujourd'hui, 80% des automobilistes avouent utiliser leur portable en conduisant. Une réalité facile à constater, il nous a fallu seulement une trentaine de minutes sur le périphérique parisien pour filmer des dizaines de conducteurs portables à la main. Cette femme achète même tout en conduisant. Peine encourue, 135 euros d'amende et un retrait de 3 points sur le permis, ce n'est pas assez, admettent certains conducteurs. 135 euros, ça reste ridicule comparé au danger que ça peut engendrer. Une suspension de permis est possible si l'automobiliste commet en même temps une autre infraction. Téléphone est multiplié par 3 fois le risque d'accident. Écrit un message par 23 selon la sécurité routière. Alors le contrôle se multiplie comme heureux. Cette mention est postée discrètement au coin d'une rue. Il avertit ses collègues cachés dès qu'il voit un conducteur au téléphone. Dès qu'il voit un conducteur au téléphone. Une heure, une dizaine de voitures ont été interceptées. Le flagrant délit pour les gendarmes est le seul moyen de lutter contre ce fléau aujourd'hui. En cas d'accident, il est encore difficile de prouver que le téléphone était entre les mains du conducteur au moment de l'impact.
Les exceptions taguées à la peinture noire aux portes d'une des plus grandes universités de France. À Chambéry, sans le moindre souci de discrétion, les trafiquants de drogue proposent sur le mur service des prix. On a des tarifs de drogue qui sont proposés. On a quand même des étudiants et des étudiants qui empruntent le chemin pour aller en cours. Exposés à ce genre de sollicitations ou de propositions, ça me semble particulièrement malvenu. Dans la nuit du 15 octobre, pour promouvoir leurs produits, les délais ont même investi la faculté. Deux tas ont été faits en rouge. À l'intérieur du campus, se croisent chaque jour 5000 étudiants. Sur ce dessin depuis effacé se trouvait le nom du compte Internet ainsi que son tarif. 10 grammes de résine de cannabis, 40 euros. C'est explicite là, c'était pas ambigu du tout, c'est pour ça qu'on a réagi immédiatement. Le fait qu'on ait une intrusion comme ça à l'intérieur du campus, c'est quand même extrêmement préoccupant. La faculté a porté plainte. Les policiers devraient patrouiller dès la rentrée. Sur les réseaux sociaux, nous avons retrouvé les trafiquants. Leur profil est toujours actif. Ça va confirmer aux équipes de France que les étudiants sont une cible privilégiée pour son marché. Chambéry n'est pas la seule ville concernée. L'année dernière, à Grenoble, les tracts ont été distribués par des trafiquants sur le campus de l'université. Les vendeurs de produits illégaux reprennent les codes de la publicité pour séduire les clients et écouler leurs marchandises. Face à ce trafic et à l'inquiétude de certains élèves, la fac d'économie en gestion de Marseille avait même menacé de fermer. À Rennes, dans une résidence étudiante du centre-ville de 131 appartements, les dealers sont allés encore plus loin. Ils ont tenu domicile dans les parties communes pour effectuer leurs transactions. La police a dû intervenir. Il y en a, on avait un trafic de stupéfiants qui était établi. On est sur un bâtiment qui appartient en crosse, ils étaient à l'extérieur, à l'intérieur. Quand vous rentrez dans un aile, on ne vous voit pas. Ça permet de faire vos transactions à l'abri des regards d'observateurs, des collègues et des caméras. Depuis, les trafiquants n'ont pas cessé leur activité. Pour continuer. Comment endiguer ces intrusions illégales dans les lieux de la vie étudiante? Contacter le CROSS a refusé nos demandes d'interview. Pour rappel, pénétrer dans l'enceinte d'un établissement scolaire sans être autorisé est passible d'un an d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. Produire en France, c'est la fierté d'un patron dans le Loiret, inquiet de l'impact des batailles à l'Assemblée sur son entreprise. 400 salariés conçoivent et fabriquent des pièces de métal, notamment pour des gigantesques machines-outils. C'est de l'amino noir, par exemple, il y a 17 millions d'euros en industriel américain. Aux États-Unis, dans un McDonald's, vous voyez une prise électrique et derrière, il y a un peu de Made in France. Listé soulagé par le rejet de la tâche du commande, mais reste vigilant sur la suite des débats. Le bon sens a prévalu, c'est quelque chose qui nous satisfait. Maintenant, il y a encore de gros travail sur la compétitivité en France, évidemment, pour nous. Plus nous payons d'impôts, moins nous sommes compétitifs. Les chefs d'entreprise qui parlent volontiers de folie fiscale, mais sont-ils prêts à fournir de même des efforts? À Salon de Provence, Philippe de Véran, adjoint au maire du maire RL de la commune et PDG du leader en France des prothèses dentaires, s'agace de voir certains députés l'accuser de manque de solidarité. Moi, je fais des efforts, j'ai créé 33 000 emplois en France, c'est ça mon plus gros bonheur. C'est ça la réalité. Je ne contribue pas en faisant ça. Si le patron professionnel est taxé, le patron affirme qu'il n'hésiterait pas à vendre et à prendre sa retraite. Ça donne un avenir encore plus incertain que ce qu'il est déjà avec toute la situation politique actuelle.
À l'Assemblée, la taxation des entreprises reste au cœur du débat et ils reprennent dès lundi 3 novembre sur le budget. Sur les réseaux sociaux, de plus en plus d'étudiants en médecine partagent leur quotidien à travers des vidéos aux dizaines de milliers de vues. La passion a été étouffée par les contraintes, les facs, les stages. Ça devient de plus en plus dur. Je ne vous mens pas quand je vous dis que l'envie d'arrêter les études de médecine ne me quitte pas une journée. Cadence infernale, responsabilité énorme, mais ils alertent sur leurs conditions de travail et leur salaire. Les gardes de nuit, c'est de 18h30 à 8h du matin, donc cela fait 15h30 de garde pour 45 heures net. Ça fait donc même pas 3 heures de l'heure la nuit. Alors, à quoi ressemble leur journée? Sont-ils en première ligne face à un hôpital sous pression? Au CHU de Strasbourg, c'est l'heure des visites des patients. Malgré les apparences, Alessandro Randolfi n'est pas encore docteur, mais étudiant en 5e année de médecine. C'est un externe. Faire le suivi des patients, il a beaucoup de responsabilités. Et sa journée est loin d'être. C'est côté recrutement. Cette année de supervise. Il s'occupe de la moitié des patients du service et il passe en moyenne 60 heures par semaine contre les 48 heures maximum prévues dans le droit européen. Je pense qu'on a pris l'habitude de travailler avec de la fatigue. Des fois, on enchaîne des semaines complètes, puis on fait 24 heures de garde. Et puis, on recommence le lundi comme si de rien n'était. Heureusement que c'est un beau métier. En France, les étudiants en médecine sont rémunérés selon leurs années d'études, entre 260 et près de 400 euros bruts pour le salaire de base d'un externe. Alessandro Randolfi n'a pas les moyens de se payer un appartement et continue de vivre chez ses parents. C'est précarisant le fait d'avoir un salaire de 200 euros par mois. Je pense que pour les étudiants qui ont des appartements ou qui ont des situations familiales difficiles, c'est sûr que 215 euros, on ne peut pas vivre avec. Une précarité financière qui participe au mal-être de ces médecins en devenir. Mais ce n'est pas tout. Quelles que soient leurs années d'études, beaucoup se disent confrontés à une condition de travail qui se dégrade et parfois mettre à mal leur vocation. En 7e année de médecine, par exemple aux urgences, des fois, c'est horrible, on aimerait faire beaucoup plus pour le patient, mais on nous dit qu'il n'y a plus d'imagerie, ou qu'il y a trop de monde, il faut prioriser, il faut faire des choix, et ce n'est pas toujours simple. C'est un peu dommage, ce n'est pas forcément la constitution que vous avez de la médecine. Sinon, une enquête récente d'un étudiant en médecine sur 5 affirme avoir vu des pensées suicidaires au cours de l'année. Pour le doyen de la faculté, lui-même médecin, la libération de la parole des étudiants est une bonne chose, qui met fin à des années de silence. On n'est plus dans le partage, on n'est plus dans la capacité de parler, ce qui est une bonne chose. Avant, c'était dur. Quand c'était dur, il fallait être dur. C'était la sélection naturelle. Ceux qui résistaient étaient sélectionnés et ils avaient les aptitudes. Je pense qu'il y a des gens qui restaient au bord du chemin. Le doyen rappelle qu'à l'hôpital, une prescription sur 2 est faite par un interne. Cela fait plus de 20 ans que Jean-Michel Carpentier répète le même geste. Le cordonnier du Médoc reste concentré sur ses machines. Et pourtant, il sait que ce savoir-faire artisanal risque de disparaître, car son activité est fortement ralentie. En 2006, il y avait un peu plus de 50 paires par jour. Je me suis retrouvé avec 20 paires par semaine. C'était très, très compliqué. Avec 14 000 euros de dette, il est en redressement judiciaire depuis un an. Alors, pour s'en sortir, il a lancé une cagnotte sur Internet. Sauver le dernier cordonnier du Médoc. Plus de 8 400 euros ont été récoltés dimanche de novembre, avec de nombreux messages de soutien. C'est utile, il faut qu'on le regarde partout. C'est utile, il faut qu'on le garde par surtout. Moi, j'ai été artisan aussi, donc je sais ce que c'est. C'est dur, ce n'est pas facile. Pour expliquer ces difficultés, le cordonnier évoque un nouveau mode de consommation des chaussures. Certains sites affichent par exemple des paires à 17 euros ou même 12 euros, alors que réparer une paire sans ça peut coûter 25 euros. On préfère acheter une paire que de faire réparer.
On est loin du métier incontournable des années 70. À l'époque, on comptait quasiment une cordonnerie par quartier. 40 000. Puis c'est la descente. 9 000 dans les années 80, et enfin seulement 3 500 aujourd'hui. Les chiffres d'affaires des réparations sont en baisse régulière et le fait de se diversifier en prenant ce qu'on appelle de l'huile du service permet de compléter les chiffres d'affaires, à tel point que 8 cordonniers sur 10 se diversifient pour s'en sortir. Comme dans une boutique à Puteaux où le patron offre autre service que la cordonnerie. Ce qui représente 40% de son chiffre d'affaires et permet de fidéliser ses nouveaux clients. Voici le grand favori pour la mairie de New York. Zoran Mamdani, un socialiste, réussit à galvaniser les foules dans la ville du business et des milliardaires. Il n'était pourtant qu'un illustre inconnu il y a encore quelques mois. L'ascension est fulgurante. Au début de la campagne, dans le cercle de pouvoir, tout le monde me prenait pour une blague. Mais les gens ont appris à prononcer mon nom. Et les milliardaires ont pris peur. Dans l'une des villes les plus chères au monde, il a réussi à conquérir une grande partie de la jeunesse. Mamdani a un profil de kétone et détone. Mamdani. Étonne et détonne. 34 ans, né en Ouganda, d'origine indienne, naturalisé américain il y a moins de 10 ans. Il s'est d'abord fait connaître en s'essayant au rap. Il a gardé ce style décalé pour la politique. Organise des chasses au trésor géants. J'offre, inonde les réseaux sociaux de vidéos humoristiques. Vous martelez ces propositions pas résolument à gauche, Gilles Desloyer, garde d'enfants pour tous, gratuité des bus et surtout taxer les plus riches. Il ne devrait pas y avoir des milliardaires. Il a rapidement gagné le surnom de Donald Trump. Donald Trump menace d'ailleurs de supprimer les fonds fédéraux pour New York s'il est élu. C'est un désastre qui est en train de se passer. On ne peut pas avoir un communiste à la tête d'une aussi grande ville censée représenter la liberté d'entreprendre. Fermement musulman, soutien indéfectible de la Palestine, Zoran Mamdani a été critiqué pour ne pas avoir condamné assez fermement le Hamas. Au sein de son propre parti démocrate, sa candidature et son programme social ne font pas l'unanimité. Mamdani n'a littéralement jamais eu un vrai boulot de sa vie. Sur son CV, c'est écrit qu'il a été stagiaire pour ça, mais ce n'était pas un travail pour un débutant. Il y a un quartier à New York qui voit dans Beaubaisis la station de John Mamdani, Wall Street. Les patrons de la finance et d'autres milliardaires ont dépensé jusqu'à 22 millions de dollars pour essayer de contrer le socialiste démocrate. Dans le ciel noir, un arbre immense et une pluie de feu. Spectacle lumineux et pyrotechnique réalisé par 15 947 euros. Pour y arriver, il a fallu les aligner et des mois de préparation. Une armée d'anges. Un décollage. Saisissant. Des mois de préparation, chacun 15 000 appareils d'un éclairage spécifique. La montée dans le ciel est impressionnante, tout comme les tableaux qui s'enchaînent. Le record du monde a été battu en Chine le dernier datant du mois de juin dans la ville de Chongqing. 12 000 drones avaient alors émerveillé la foule. Cette vue d'analyse est magnifique. Ce que font les drones, c'est merveilleux.
Même en Shanghai, le spectacle de drone est devenu la vitrine du savoir-faire chinois. Et le ciel ressemble à un géant, on voit des effets visuels qu'on n'aurait jamais imaginés. Il y a parfois des imprévus. Lors d'une démonstration, des dizaines de drones ont chuté à cause d'interférences. Le 12 octobre dernier, les drones devaient projeter un feu d'artifice dans le ciel. Il est tombé sur la foule. Pas de blessés, mais un coupable, les drones. Ils étaient simplement défaillants.